Alors on va s'intéresser maintenant vraiment au comptage, à la quantification. Alors quand je parle de comptage, c'est au sens le plus banal du terme, hein, le fait de faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais au lieu de considérer le comptage de manière un petit peu globale, générale, on va essayer de le disséquer. Et on va le disséquer avec des auteurs qui se sont particulièrement intéressés à ce comptage. Alors ce sont des auteurs anglo-saxons qui s'appellent Gell-Mann et Galistel, et qui ont déterminé 5 principes essentiels au comptage. Alors, ces 5 principes, c'est la correspondance terme à terme, le principe de suite stable, le principe cardinal, le principe d'indifférence de l'ordre, et puis le principe d'abstraction. Et donc, on va voir pour ces 5 principes quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer certains élèves à besoins éducatifs particuliers, par exemple des élèves autistes. Et puis on va aussi s'interroger pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire sur un plan pédagogique pour essayer d'améliorer les compétences de ces enfants au niveau du comptage. Alors il y a deux principes où je vais aller très très vite, et puis on va surtout s'arrêter sur les trois derniers principes. Alors premier principe, le principe de suite stable. Alors de quoi s'agit-il? C'est simplement que les mots nombres doivent être récités dans un certain ordre, ce n'est pas arbitraire, donc on dit bien 1, 2, 3, 4, 5 et pas 4, 1, 3, 4. Bon, c'est lié à la comptine numérique, je ne vais pas m'attarder plus. Le deuxième principe, c'est le principe d'indifférence de l'ordre. Alors, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel on va compter les éléments d'une collection, ça n'a pas d'importance. Par exemple, imaginez qu'il y ait 3 objets posés là, que je fasse 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, peu importe, hein, ça fera 3. On va s'arrêter sur le principe suivant, qui est le principe de correspondance terme à terme. Alors, correspondance terme à terme, c'est une expression qui peut être un petit peu polysémique. Alors, je vais expliquer brièvement dans quel sens les auteurs l'entendent. En fait, imaginez qu'il y ait 5 objets posés devant vous. Pour faire le comptage, il va falloir bien coordonner le geste et la parole. C'est-à-dire qu'on va montrer un premier objet et on va dire 1, puis montrer un deuxième objet et on va dire 2, montrer un troisième objet et dire 3, etc., jusqu'au dernier. Alors à votre avis, quels sont, par rapport à ce principe de correspondance terme à terme, quels sont les problèmes que peuvent rencontrer des élèves, et notamment ceux qui ont des besoins éducatifs particuliers et par exemple de l'autisme? Je vais vous laisser réfléchir quelques secondes aux propositions suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme problème? Par exemple, il y a des élèves qui vont déjà avoir un problème de pointage. C'est-à-dire que ça va déjà être compliqué, hein, quand vous avez des objets comme ça qui sont posés, de poser clairement le doigt sur un objet et pas entre deux objets. Autre problème, ça va être un problème de synchronisation. Alors, synchronisation, les difficultés peuvent être d'ordre divers. Par exemple, il faut synchroniser le mot nombre énoncé et puis le geste. Eh bien, pour certains élèves, le geste va aller plus vite que la parole, hein. Ça va faire 1, 2, 3, etc. Ou à l'inverse, c'est la parole qui va aller plus vite que le geste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Alors, si les objets sont alignés, ça ne va pas être la situation la plus difficile, hein. Il y aura effectivement les difficultés qu'on vient de voir à l'instant. Mais en revanche, si on prend des objets mis comme ça de manière un petit peu éparse, prenons par exemple sur une feuille de papier, il y a 5 objets ou plus qui sont dessinés, et on va devoir demander à l'enfant combien il y en a, et là, les difficultés possibles, ça va être par exemple d'en oublier un. Il y a certains élèves, quand ils vont devoir dénombrer l'ensemble des objets sur une feuille, vont sauter un ou deux objets. Et à l'inverse, la difficulté à peu près symétrique, c'est compter 2 fois le même objet. Alors, pourquoi il y a ces difficultés?
Euh, eh bien, une des explications possibles, c'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, on est dans une double tâche. Alors, quelle est cette double tâche? Quand on fait un dénombrement de ce type, 1, 2, 3, 4, 5, par un comptage, on doit à la fois dire la comptine numérique, hein, donc c'est une gestion mentale, hein, on doit se rappeler 1, 2, 3, 4, 5, mais en même temps, on doit gérer l'espace. Reprenons mon exemple d'objet dessiné sur une feuille. Eh bien, on doit faire en sorte que quand on déplace par exemple notre doigt sur les différents objets, eh bien, le fait d'avoir déjà pointé sur un objet, faut gérer qu'on l'a déjà traité, qu'on ne va pas le recompter une seule fois. Et à l'inverse, il faut gérer le fait que ceux sur lesquels on n'a pas encore pointé notre doigt, eh ben, ils vont devoir être pris en compte par la suite, et il ne faut pas les oublier. Donc vous voyez, quelque chose qui paraît finalement assez anodin ne l'est pas autant que ça, et donc il y a comme ça une double tâche, comptine numérique, gestion de l'espace. Alors maintenant qu'on a cerné le problème, on peut se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, il y a des didacticiens qui se sont vraiment intéressés à ce problème, notamment un didacticien qui s'appelle Joël Briand, et qui a mis en place une activité qui s'appelle l'énumération. L', énumération. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, prenons une collection d'objets, mais d'objets plutôt différents, disons une poupée, un stylo, une gomme, ce que vous voulez. Et énumérer, c'est simplement prendre en compte chacun des objets, par exemple en disant ce que c'est. Voilà, j'ai un objet, c'est une poupée, un stylo, une gomme, etc. Donc en fait, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit de prendre en compte chaque élément, alors quand je dis prendre en compte, c'est-à-dire de n'en oublier aucun, mais de les prendre en compte tous, mais sans avoir ici la double tâche de dire en plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, on peut travailler finalement cette double tâche du comptage. On peut la séparer en deux. D'un côté, on travaille la comptine numérique, seule, sans objet, et de l'autre, faire l'énumération, c'est-à-dire une organisation de l'espace, c'est-à-dire je prends tel objet, etc. Ou quand les objets sont dessinés, on ne les prend pas, mais on essaye de gérer l'espace pour dire, voilà, dans cette collection d'objets dessinés, il y a une poupée, un robot, une voiture, etc., etc. Et ce n'est que quand ces deux aspects seront maîtrisés, ces deux simples tâches en quelque sorte, qu'on pourra finalement se dire, voilà, on va pouvoir revenir à la tâche globale. Donc voilà pour le principe de correspondance terme à terme de Gell-Mann et Galistel. Alors venons-en à un quatrième principe qui est là aussi très important, c'est le principe cardinal. Alors le principe cardinal, c'est répondre à la question combien il y en a dans une collection, et de comprendre que qu'en fait, quand on fait un dénombrement, le dernier mot nombre qu'on va dire, eh bien voilà, c'est le cardinal de la collection. Quand je dis 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Alors là encore, je vais vous laisser réfléchir quelques secondes pour voir finalement quelles difficultés spécifiques peuvent se poser pour certains élèves par rapport à ce principe cardinal. Alors, quelques exemples, par exemple, vous l'avez peut-être vécu vous-même avec des élèves. Vous avez 5 objets, il y a des élèves, on va dire, admettons que ces élèves maîtrisent les principes de Gell-Mann et Galistel qu'on a vus précédemment, la correspondance terme à terme, etc. Il y avait des élèves donc, qui vont dire 1, 2, 3, 4, 5, donc jusque-là, tout va bien. Et là, donc, confiant, vous dites oui, donc il y en a, et l'élève va répéter 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pensant que peut-être il n'a pas bien compris la consigne, vous allez articuler davantage. Oui, je te demande combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Alors, ça peut poser question. Finalement, quel est le problème? Est-ce que l'élève ne comprend pas la consigne? Ou est-ce que vraiment il a une difficulté cognitive? Mais avant d'avoir ce genre d'hypothèse, il faut bien essayer d'examiner très concrètement ce qu'on fait quand on fait un comptage de ce type. Voilà, imaginez par exemple 5 objets devant moi. Je fais 1,
je montre cet objet. 2, je montre celui-là. 3, je montre celui-là. Mais attention, quand je dis 3, je vais montrer celui-là, et c'est comme si finalement le mot 3 était associé à celui-là et uniquement à celui-là. C'est comme si en quelque sorte je mettais une petite étiquette sur cet objet en disant, ben voilà, le 3 c'est lui. Alors je continue, je dis 4, c'est lui, 5 c'est lui, c'est mon dernier objet. Donc finalement, l'élève qui fait ça, il dit 4 en pointant le 4 et 5 en pointant le dernier objet. Mais ce que vous voulez, c'est pas qu'il ait en tête que quand il dit 5, ça concerne le dernier objet. C'est que quand il dit 5, votre attente, c'est que dans sa tête, il y ait l'ensemble de la collection. Que le mot 5 corresponde non pas au dernier objet, mais à l'ensemble. Mais vous voyez bien que le fait de pointer cet objet et de faire le focus visuel sur cet objet, ça ne va pas dans le sens d'une compréhension du fait que le 5 énoncé, ça représente l'ensemble. Surtout, si on prend l'exemple particulier d'élèves avec autisme, eh bien, le fait de montrer un objet et de dire 5, ces élèves qui prennent souvent les choses comme ça au pied de la lettre vont a fortiori associer le mot 5 au cinquième. Et donc la question qui revient à dire combien on a n'a pas vraiment de sens. Alors, je vais vous poser la question, maintenant qu'on a compris un peu quel était le problème de ce principe cardinal, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous voyez des stratégies pour essayer d'aider des élèves qui ont des difficultés particulières par rapport à ce principe, eh bien, de comprendre vraiment ce qu'il en est? Alors, je vous laisse quelques secondes de réflexion en faisant cet exercice. Alors, vous avez peut-être eu différentes idées. Alors, on va peut-être scinder en deux manières de faire, selon qu'en fait, qu'on ait affaire à des objets mobiles, voilà, qu'on demande de dénombrer, vous voyez, quand il y a une colle, un stylo ou un téléphone. Et puis, ça sera peut-être d'une autre difficulté quand il y aura des objets, cette fois-ci, non mobiles, des objets dessinés. Alors, prenons le cas d'objets mobiles. Alors, déjà, on va peut-être se dire, peut-être que ça résout tout. Déjà, prendre des objets mobiles va faire en sorte que la confusion qu'on a vue précédemment, elle va disparaître. Alors, voyons voir. Vous allez essayer de me dire si vous trouvez que simplement en prenant des objets mobiles, ça fait disparaître la difficulté. Alors, prenons mes trois objets que j'ai ici. Donc, je fais 1, 2, 3. Alors, à votre avis, est-ce que ça a permis donc de résoudre les difficultés qu'on vient de voir précédemment? Pas vraiment. Parce que vous voyez bien qu'au moment où j'ai dit 3, j'avais mon téléphone dans les mains, éventuellement le regard sur mon téléphone, et donc cette manière de faire va faire en sorte que, eh bien, pour l'élève, autiste par exemple, le 3, c'est lui et pas l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, alors vous avez peut-être différents types d'idées. Par exemple, une des idées, ça serait de mettre dans un récipient, un réceptacle, les objets. C'est-à-dire que voilà, pour faire comprendre que quand on met 1, quand on met 2 et quand on met 3, et quand ils sont dans un réceptacle, les 3 sont ici. Mais si on le fait de la manière classique, eh bien, admettons mon récipient est ici. Je vais dire 1, mais si, et je le place, mais si je dis 2, certes, je l'aurais placé après avec le premier, mais au moment où j'aurais dit 2, l'élève il va avoir encore son regard fixé sur ce deuxième. Et idem, quand je vais dire le troisième, quand je vais dire 3, l'élève va avoir le regard fixé sur celui-là, même si après je le mets dans un récipient. Alors, c'est pas forcément évident. Je vais essayer de faire une petite nuance, et vous allez essayer de voir si la manière avec laquelle je vais faire maintenant, eh bien, elle est identique à la précédente, ou si, justement, il y a quelque chose qui change et qui pourrait, sur un plan pédagogique, faire la différence. Regardez. 1. 2. 3. Est-ce que vous avez perçu une différence par rapport à ce que j'ai fait précédemment? Alors, en fait, la différence vient du moment où j'ai dit le mot nombre. Quand je faisais de manière entre guillemets banale, qu'est-ce que je faisais?
eh bien, je regardais mon objet, je disais 1, je le reposais. Je regardais mon objet, le deuxième, je disais 2, je le reposais. Et pour mon dernier objet, je regardais mon dernier objet, je disais 3 et je le reposais. Ce que j'ai fait dans la deuxième version, c'est un petit peu différent. En fait, je prends mon objet, je le mets, si vous voulez, dans mon récipient ou sur ma table, et c'est à ce moment-là où je dis 1. Bon, pour le premier, ça n'a pas beaucoup d'importance. Prenons mon deuxième objet. Je ne vais pas dire 2 à ce moment-là quand j'ai l'objet dans les mains. Simplement, je vais le poser sur une table ou dans un récipient. Et je vais regarder non pas juste le deuxième, mais regarder les deux objets. Et ce n'est qu'à ce moment où je dis 2. Idem pour mon dernier objet, le 3. Je ne vais pas dire 3 puis le poser. Je vais d'abord le poser, regarder les 3 objets pour faire en sorte que mon élève aura aussi dans son champ visuel les 3 objets, et ce n'est qu'à ce moment que je dis 3. Vous voyez la différence entre le moment où je dis 3 comme ça, et le moment où, finalement, je regarde les 3 objets, et ce n'est qu'à ce moment que j'associe le mot 3, non pas au troisième uniquement, mais à ces 3 objets. Vous voyez, alors c'est des choses qui peuvent, pour certains élèves, les éclairer. Hein. Alors maintenant, corsons un petit peu les choses, prenons des objets qui ne sont plus mobiles, mais des objets dessinés. Vous avez une feuille où vous avez 3 objets dessinés. Alors, ce que vous avez, alors on ne peut pas les déplacer comme j'ai fait à l'instant. Est-ce que vous avez une petite idée de comment on pourrait faire pour faire en sorte que ça soit très clair au niveau du comptage, que quand on dit 3 à la fin, eh bien ça ne désigne pas, ce 3 ne désigne pas simplement le troisième objet, mais désigne l'ensemble. Alors je vous laisse ce petit exercice pour réfléchir. Alors, il y a plusieurs pistes. Hein. Vous avez, je ne dis pas que les pistes qu'on a pu imaginer sont absolument bonnes ou absolument mauvaises. Hein. Par exemple, vous aurez peut-être l'idée, s'il y a 3 objets comme ça, eh bien, d'entourer, par exemple. On dit 1, on entoure le premier, on dit 2, on entoure les 2 premiers, parce que l'idée, c'est de les mettre ensemble, et on entoure les 3 objets pour dire, voilà, ça fait 3 pour les mettre ensemble, et ne pas juste individualiser, en quelque sorte, le dernier. Le problème, c'est, je pense notamment à des élèves autistes, si, vous voyez, le fait de faire des ronds comme ça, un peu concentriques, des patates là, incluses les unes dans les autres, ça risque, d'un point de vue visuel, de fortement perturber les élèves. Alors, il y a une piste possible, c'est qu'en fait, par exemple, imaginons que ces 3 objets soient dessinés, et ce qu'on va faire, on va, dans un premier temps, cacher l'ensemble, et on va dévoiler au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand je dis 1, je dévoile le premier. Quand je dis 2, je dévoile le deuxième, de telle sorte, c'est toujours la même idée, à ce que l'élève, quand je dis le mot 2, dans son champ visuel, il y en ait 2 et pas simplement le deuxième. Vous voyez, là, il n'y a pas la colle uniquement dans son champ visuel, mais il y a le stylo et la colle. Et donc, finalement, quand je dis 3, eh bien, tout est dans le champ visuel de l'élève et pas le téléphone plus que les autres. Vous voyez, donc, une piste possible. Puis finalement, on va en arriver au dernier principe de Gell-Mann et Galistel, c'est le principe d'abstraction. Alors, le principe d'abstraction, selon Gell-Mann et Galistel, c'est que le nombre d'éléments qu'il y a dans une collection, c'est indépendant du type d'objet. C'est-à-dire que ce soit des disques, que ce soit des carrés ou que ce soit des animaux, peu importe. Hein, il y en a un certain nombre. Alors là encore, je vous demande de réfléchir. Est-ce que vous avez justement des idées pour aller au-delà de la difficulté de certains élèves qui, par exemple, si on met une collection de 4 objets, mais 2 disques et 2 carrés, ils ne vont jamais vouloir mettre ensemble les 2 disques et les 2 carrés hein, pour faire 4. Il y aura 2 et 2. Alors là, je parle surtout des élèves autistes. Hein, ça, c'est très, très typique d'élèves autistes qui, parce que ça ne se ressemble pas visuellement, on ne les met pas ensemble. Alors, je vous laisse quelques secondes pour faire l'exercice. Finalement, on se ramène un petit peu à des problèmes qui ne sont pas totalement mathématiques, mais qui sont plus logiques, hein, qui sont de l'ordre de la catégorisation.
Le problème, hein, je disais l'exemple, par exemple, que un élève autiste ne mettra jamais deux objets de type disque avec deux objets de type carré pour compter les formes. Eh bien, c'est que le concept de forme n'est pas là. En fait, pourquoi est-ce que nous, s'il y a deux disques et deux carrés, on peut très bien compter qu'il y a quatre objets, parce que on a un concept qui englobe d'une part disque et carré, c'est le concept de forme ou le concept d'objet, hein, s'il y a des objets disparates. Eh bien, c'est ça qui est à construire. Et donc, finalement, ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses, c'est chez les élèves qui ont des difficultés là-dessus, c'est pas tellement de faire des activités autour du nombre, là, c'est faire des activités un petit peu décrochées, autour de la logique, autour de la catégorisation. Eh bien, par exemple, on aura des formes de toutes les couleurs, disons des disques, des carrés, des triangles, etc., à la fois vert, bleu, rouge. Et on devra, par exemple, demander à l'élève de mettre ensemble tous les disques, mais aussi bien les disques verts que les disques bleus que les disques rouges dans le même tas. Donc, vous voyez, là, on construit peu à peu la notion de disque et la notion de carré. Et ça demande donc un effort. On est bien dans l'abstraction, c'est bien le principe d'abstraction, parce qu'on demande d'abstraire d'autres particularités de ces objets. Et ben, qu'est-ce qu'on demande d'abstraire, par exemple? Si je demande de mettre tous les disques ensemble, on demande d'abstraire la couleur. C'est-à-dire que peu importe si le disque il est jaune, il est rouge ou il est vert, on met ensemble les disques. Vous voyez? Donc, c'est des activités assez classiques, hein, qu'on trouve assez classiquement en maternelle, de catégorisation, hein, d'abstraction, finalement, pour aller au-delà de ce principe. Donc voilà un petit peu ces 5 principes. Et donc, pour conclure ce petit moment sur les principes de Gell-Mann et Galistel par rapport au comptage, je vous propose de faire ce petit test pour voir si vous avez bien tout en tête.